Je suis Claude Dussert. J'ai été élu conseiller municipal de la Beige pendant 50 ans et maire pendant 34 ans. Alors je crois qu'en tant qu'élu, j'ai une particularité, c'est que j'ai été le premier président fondateur de l'intercommunalité dans le sud-est de Toulouse et par ricochet au niveau national. Et donc c'est cette histoire qu'on va peut-être raconter maintenant. Une idée et des personnages pour l'incarner. C'est bien souvent cela qui fait la qualité d'une histoire. L'idée était toute simple, la force de l'intelligence collective. C'est elle qui a permis de semer les graines d'un territoire à rêver, puis d'un territoire à vivre et à aimer. Les personnages à la manœuvre, 6 maires de communes mitoyennes, Oseville-Tolosane, Oziel, Castanet-Tolosan, Escalquins, La Beige et Saint-Orens. 6 élus refusant que leur territoire soit assimilé à l'image d'Épinal des banlieues uniformes de certaines grandes villes. 6 visionnaires qui firent le pari de s'associer pour créer un pôle à la fois attrayant pour les habitants et attractif pour les entreprises. Embauché à l'époque en tant que secrétaire général de la mairie de la Beige, Joël Olivier a été missionné pour travailler sur le projet Sicoval, un regroupement de communes dont il est ensuite devenu le tout premier agent. Donc sur le dernier trimestre 1974, mon travail, ça a été, au niveau du Sicoval, de préparer les délibérations, organiser les réunions avec les maires, les 6 maires à l'époque, et puis de manière à avoir les délibérations apportées à la préfecture parce qu'il n'y avait pas la décentralisation. Et donc le préfet a entériné tout ça par l'arrêté préfectoral du 25 janvier 1975 qui a été le document fondateur du Sicoval. Mais pour que cette démarche collective puisse fonctionner, il faut des ressources. Donc les ressources, on va les trouver en créant une zone d'activité. Et donc moi j'ai un territoire intéressant et sur lequel on pourra développer ces zones et à ce moment-là on aura des ressources et on pourra financer nos équipements. Plusieurs centaines d'hectares en amont du village de La Beige, un site idéalement placé, adossé au complexe scientifique de Rangueil, à une voie de chemin de fer et à un projet d'autoroute. Et pour Joël Olivier, une consigne donnée par Claude Dussert. Je voudrais développer ce secteur pour y faire une zone d'activité. Voilà, c'est tout. Hein, mais c'était difficilement pénétrable hein, parce qu'il n'y avait que des champs, donc on ne pouvait pas accéder. Il y avait des vaches, hein, là. Il y avait des vaches, il y avait juste le chemin du collège Périgord qui faisait la boucle, c'est tout. Hein. Il y avait même le côté physique, quoi. Ici, c'était des champs. C'était 300 hectares de champs, quoi. Et donc, il fallait se projeter pour imaginer ce que c'est aujourd'hui, finalement, qui est quand même... C'est pas rien, c'est un très bon résultat. Et tous les endroits en France où on a lancé des projets comme ça ne peuvent pas en dire autant. L'époque est propice. Les centres-villes arrivent à saturation et les entreprises sont à la recherche d'espace pour s'implanter. Les planètes sont alignées pour les 6 communes du sud-est de Toulouse. Encore faut-il que les élus en soient convaincus. Parce qu'ils trouvaient que le projet était d'une trop grande ampleur et qu'il avait beaucoup de risques financiers. Donc Dussert a dit, écoutez les gars, c'est simple, je vous promets que la zone d'activité, elle sera créée, développée, sans que ça coûte un rond aux communes. Donc à partir du moment où les élus ont dit, bon, ben, si ça ne nous coûte rien, ben, on va essayer. Voilà. L'aventure du Sicoval a été un des chantiers exceptionnels de l'agence. On a inventé ensemble. C'était une aventure qui nous laissait beaucoup de liberté, de créativité. Avec le recul, je dis ça ressemblait à une start-up. Ça ressemblait à une start-up et c'était vraiment génial parce que on écoutait les problèmes qu'avaient à affronter les acteurs du territoire, les élus, les responsables des entreprises, les habitants, et on essayait de voir comment y répondre par une expertise adaptée. Moi, j'en garde un souvenir d'une époque
vraiment, comment dire, exaltante, quoi, d'une certaine façon. Parce qu'on avait le sentiment de participer à un objectif qui était important, qui était... c'était jamais fait, voilà, quoi. Donc c'était quand même pas mal. Et moi, vous vous rendez compte, c'était mon premier job, je démarrais, je sortais de l'école, et je me trouvais là-dedans, c'était super. Dans les années 70, la grande distribution apparaît en France. Démarchés par des enseignes, les 6 communes entendent bien profiter de cette situation au lieu de la subir. Quel programme pour ce centre commercial? Quelle qualité architecturale, urbaine et paysagère pour ce centre commercial? Donc c'était un projet qui nécessitait énormément d'attention. Jean Frébault et son équipe suggèrent alors de sélectionner les supermarchés candidats par un concours dont chaque étape serait payante. Un argent avec lequel le Sicoval peut acheter les terrains, les viabiliser et financer la bretelle de liaison entre l'autoroute et la zone d'activité. En position de force, le Sicoval exige des postulants un bâtiment à haute qualité architecturale et paysagère. En novembre 1977, je suis allé aux États-Unis, justement, à la demande de Dussert, pour voir quel type de centres commerciaux on pouvait, enfin, au niveau architectural, parce que l'idée, c'était de sortir de la boîte à sucre qu'on voyait partout. Donc Dussert a dit, si on veut donner une image à la zone, il faut trouver quelque chose de nouveau. Donc, il avait cette idée de zone à l'américaine, c'est-à-dire de zone libre, sans clôture, etc. Après de multiples rebondissements, le centre commercial de Carrefour ouvre ses portes en 1983. Et les élus des communes fondatrices se réjouissent de récolter les fruits de leur travail et de leur audace. Un enthousiasme immortalisé sur cette photo dont chaque détail a été minutieusement étudié. Ah oui, c'est une mise en scène. Oui, ça c'est clair. La volonté de montrer que on avance avec volonté vers la réalisation d'un projet qui va servir toutes les communes, puisqu'elles sont toutes représentées là. C'est un moment un peu faste pour le Sicoval, puisque ça y est, le supermarché va ouvrir. L'inauguration aura lieu quelques semaines après. Que c'est le démarrage d'une loi toute nouvelle que Dussert est arrivé à faire voter sur le partage de la taxe professionnelle. C'est tout neuf, c'est tout nouveau, tout ça. Et tout le monde conçoit que c'est bien le fondement de quelque chose qui n'a pas terminé de mûrir. La dynamique est enclenchée. Claude Dussert n'a pas perdu de vue l'objectif de cette démarche, partager le produit de ces nouvelles ressources entre les 6 communes créatrices du Sicoval. Là aussi, cette volonté inédite vient bousculer les travaux de la commission de la fiscalité locale longtemps, très longtemps avant l'inscription de la taxe professionnelle dans la loi de 1992. Il n'a pas attendu qu'on lui demande et il a pris de court tout le monde. Le fonctionnement financier du Sicoval a été totalement précurseur d'une fiscalité intercommunale. Je dois dire qu'à l'époque, ce qu'on a mis au point avec la Direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur, c'était un espèce de bricolage qui était parfaitement légal, qui respectait la loi, mais une mécanique assez créative qui s'est traduite plus tard par les lois de 80 puis de 92 qui ont créé donc la taxe professionnelle de zone puis d'agglomération. Le succès est au rendez-vous. La zone d'activité, rebaptisée Labège-Innopole, devient un pôle technologique prisé des entreprises. Mais, revers de la médaille, à l'échelle d'un territoire assez réduit, le cadre de vie pourrait s'en trouver compromis. Le Sicoval part donc en quête d'espace, et le 5 février 1990, 28 communes rejoignent les 6 fondatrices. Assez vite quand même est arrivée cette idée qu'il fallait effectivement que si on faisait, disons, si on concentrait l'activité économique là, ça permettait de préserver ailleurs des espaces naturels et le caractère des villages auxquels les communes tenaient. Car l'autre marqueur fort du Sicoval,
c'est la maîtrise de son espace, avec l'adoption d'une charte d'aménagement en 1993 qui protège 66% de son territoire de toute urbanisation. Il y avait déjà, effectivement plutôt prémonitoire, l'idée qu'il fallait préserver aussi la nature, la fonction agricole, le paysage. Il y avait aussi cette attention très forte et qui répondait aussi aux aspirations des habitants. L'histoire du Sicoval, dont on a beaucoup parlé au niveau national, c'était assez exemplaire de la capacité effectivement d'un certain nombre de communes de coopérer pour un projet de développement économique, mais plus largement un projet d'aménagement. Et il y avait quelque chose là de quand même très précurseur dans le paysage, dans le paysage français, tout simplement. Parce que bien sûr, il existait des communautés urbaines, pas à Toulouse, mais il existait déjà de grandes agglomérations urbaines, mais un secteur plutôt périurbain et rural, avec des communes quand même rurales, qui se donnaient les moyens d'une structure intercommunale intégrant quand même de plus en plus de compétences. Il y avait quelque chose quand même d'assez inédit. Dussert était très porteur du sens de cette solidarité. C'est d'ailleurs ce qui l'a amené à défendre auprès des communes initiales l'élargissement à tout le canton voisin, qui était essentiellement en zone rurale. Il y avait des communes qui avaient moins de 150 habitants. C'était très innovant d'ouvrir le partage de notre cagnotte à des communes qui avaient un vécu extrêmement différent. Pour vous donner un exemple, je me souviens de l'intervention d'un des maires de ces petites communes qui est remercié en réunion Sicoval Dussert parce qu'il avait enfin obtenu l'installation d'une cabine téléphonique. Or, dans son village, il avait un tiers de la population qui ne pouvaient pas se payer le téléphone. C'était vraiment un village perdu. Malgré le départ de la ville de Saint-Orens en 1994, le Sicoval devient une intercommunalité avec laquelle il faut compter. Daniel Borderie, alors à la tête de la Société d'économie mixte du Canal, travaillait pour la mairie de Ramonville-Saint-Agne quand elle se décide à rejoindre le Sicoval en 1996. Il devient alors agent de l'intercommunalité. Donc la commune de Ramonville a le choix entre rejoindre la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, c'est comme ça que ça s'appelle, ou rejoindre la communauté d'agglomération du Sicoval. Et bien sûr, le choix va vers la communauté d'agglomération du Sicoval pour des raisons à la fois de proximité, d'organisation géographique, mais aussi pour des raisons politiques. Parce que la vision qu'a le Sicoval du développement économique et du développement urbain est plus proche de la ville de Ramonville que celle qu'a la majorité de droite de la ville de Toulouse, qui n'a pas encore pris conscience de l'enjeu de techno qui se pose à elle. Pour la ville de Ramonville, penser à ce moment-là, rejoindre ce territoire, c'était, entre guillemets, naturel. Je pense que c'est le début, enfin Ramonville pour moi c'est le début, c'est la tête de toute cette ensemble de toutes ces communes qui sont autour de la vallée de l'Hers et des coteaux, des deux côtés. En moins de 30 ans, le Sicoval est passé d'un regroupement de 6 communes, 13 000 habitants sur moins de 5 000 hectares, à une communauté d'agglomération de 36 communes, près de 83 000 habitants sur 25 000 hectares. Syndicats, communautés de communes, de villes, d'agglomérations, la collectivité a connu 4 statuts différents sans jamais changer d'acronyme. De tels changements d'échelle ont conduit notre intercommunalité à intégrer progressivement de nouvelles compétences, certaines obligatoires, d'autres déléguées volontairement par les communes. La création de la baie Ginopole a fait du développement économique la toute première préoccupation des élus. Sur les 8 zones d'activité, la question reste la même. Comment faire venir des entreprises de renom? Comment accompagner des jeunes pousses? Et comment leur donner envie de rester sur le territoire? La page s'est écrite petit à petit sur une volonté commune d'offrir toutes ces possibilités et de travailler ensemble,
de collaborer ensemble. On n'est que le Sicoval avec 80 000 personnes, 80 000 habitants, donc on avait des moyens relativement limités. Mais avec toute cette intelligence qui existait, avec toute cette volonté de travailler ensemble, avec tout cet accompagnement qui était fait, c'était la mayonnaise qui prenait et qui se perpétuait. On a créé de très très belles entreprises. Puis surtout, aujourd'hui, il y a quand même un retour qui nous permet de travailler sur d'autres compétences et de rendre des services à l'habitant aussi. Donc je veux dire, c'est un cercle vertueux la richesse qui est créée, elle est aussi partagée sur le territoire. Georges Saleil l'avoue volontiers. Après un mandat de vice-président délégué aux finances, se voir confier la compétence gestion des déchets en 2008 lui est apparu pour le moins surprenant. À titre personnel, je n'étais pas du tout branché, entre guillemets, sur la gestion des déchets. Ce n'était pas ma préoccupation majeure, il faut bien le reconnaître. Et donc, c'est vrai que quand on y a mis les pieds, je dirais, eh bien, on est pris dans l'engrenage. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. C'est véritablement en 2013 que la politique de gestion des déchets connaît une petite révolution avec l'adoption en conseil de communauté de la redevance incitative quelques mois à peine avant les élections municipales. Une fois le scrutin passé, il faut convaincre les nouveaux élus et les habitants. Et donc là, on fait le tour du territoire un peu pour expliquer comment ça va se passer. Et c'est là qu'on a eu quelques petits soucis, notamment dans des communes qui n'étaient pas très favorables. Et donc on a eu des réunions qui étaient un peu costauds, quoi, on va dire. On se prend par la main et puis on sait que ça ne va pas être facile. On essaie d'abord de se maîtriser. Ce que je n'ai pas toujours fait d'ailleurs, mais bon, quelquefois ça a dérapé, c'est comme ça. Mais il faut essayer de se maîtriser et puis expliquer calmement et toujours revenir sur les mêmes principes de base. Mais oui, ça n'a pas été simple. C'est l'envoi d'une facturation à blanc qui a permis d'emporter l'adhésion d'une majorité d'habitants. En 2015, ils reçoivent avec leur facture une simulation de ce qu'ils auraient payé avec la redevance incitative. C'est toujours pareil, hein, quand vous racontez aux gens. Mais si vous n'avez pas des preuves, si vous n'avez pas quelque chose à l'appui, ils disent oh ouais, ils nous racontent des salades et puis voilà quoi. Donc là, ils avaient quelque chose de concret sous les yeux. Si je trie mieux, je vais moins sortir ma poubelle et donc je vais moins payer. Donc là, déjà, ça avait psychologiquement, ça marquait les gens, je pense. En 15 ans, la production de déchets est passée de 260 kg à 130 kg par an et par habitant. Cela valait le coup de persévérer, et pour la planète, et pour le porte-monnaie. S'il est un dossier emblématique de l'engagement et de la persévérance des élus du Sicoval, c'est sans aucun doute celui de l'arrivée du métro à Labège, un véritable feuilleton à rebondissement. Dès son arrivée à la direction transport et déplacement en 2009, Julien Cale entre directement dans le vif d'un sujet brûlant. Car le projet de prolongement de la ligne B jusqu'à Labège, à l'étude depuis les années 2000, est inscrit dès 2001 au plan de déplacement urbain. Le PLB est déjà bien engagé et pourtant. Ce projet aurait dû être porté à la concertation en septembre 2008 pour aller vers ces phases en plus ensuite d'études détaillées et puis aller jusqu'à la concrétisation du projet. Et ce projet qui était quand même qui était quand même assez avancé puisqu'on était en stade d'études préliminaires, la concertation n'a pas été enclenchée par le comité syndical de Tisséo à la demande des élus toulousains. Et donc ça a déclenché pas mal d'actions côté Sicoval qui tenaient à cette desserte métro. Et en effet, il y a eu une réaction quand même assez forte avec l'idée de lancer assez rapidement une campagne de communication pour essayer de rallier en fait la population vers ce projet, essayer d'avoir des soutiens. Donc cette campagne s'est tenue en 2009. En effet, assez importante, oui au PLB, avec des campagnes de signature de pétitions dans les centres commerciaux, enfin dans l'ensemble en fait des endroits les plus on va dire denses en population, donc notamment le centre commercial de Labège, et puis différents outils de communication. Alors on a
On avait le t-shirt oui au PLB, mais il y avait toute une déclinaison d'objets, les fameux pins. Une proposition du SICOVAL sur sa participation au montage financier aux côtés d'autres partenaires institutionnels semble débloquer la situation. Le PLB est à nouveau sur les rails. En 2014, à l'issue des élections municipales, nouveau coup de théâtre avec un projet alternatif de 3e ligne porté par l'équipe majoritaire de la ville de Toulouse. Un projet embryonnaire qui vient concurrencer le PLB. En coulisses, un nouveau bras de fer s'engage sur le plan technique comme politique, avec des coups de com' et des pieds de nez. Les élus du SICOVAL choisissent, avec le département également, c'était M. Méric, d'inaugurer un prototype qui est en place dans les ateliers du SICOVAL et qui simule en gros une partie de viaduc. Et ce projet-là va servir un petit peu de marchepied pour montrer voilà, l'intérêt du PLB et montrer que quasiment il a débuté et il est prêt à être lancé. Donc c'est très symbolique. D'ailleurs, ça a été pris comme ça aussi par les élus qui étaient en tenue d'apparat. Les députés, je crois, étaient là aussi. Un symbole et une provocation aussi, évidemment, pour montrer qu'on avance et puis qu'on est presque pour passer à la phase suivante. Les mises en service prévues de la connexion ligne B en 2027 et de la ligne C en 2028 signent le dernier épisode d'une saga qui aura duré près de 25 ans. Pour Julien Cale et ses équipes, l'arrivée de ce métro tant attendu n'est pas un aboutissement, au contraire. C'est une phase en fait. Ouais, c'est une phase. Après, on a pas mal de choses à faire. Hein. On a le bus, on a le ferroviaire, on a le plan vélo également, sur lequel on travaille là, depuis 2023. On a un plan 2023-2032. L'idée, c'est de rabattre aussi en vélo sur ce réseau de transport en commun. Donc, non, les mobilités, elles sont multiples et de plus en plus, on va chercher des chaînes de déplacement efficaces, mais on va devoir passer d'un mode à l'autre. Donc, le vélo, le covoiturage, les modes partagés. Donc, le métro, c'est pas forcément une fin en soi. Si aujourd'hui la sauvegarde de notre planète est au cœur des politiques publiques, elle l'était bien moins début 2000, lorsque Françoise Emery s'empare du sujet. Quand je suis arrivée au SICOVAL, le mot environnement, pour ce qui concerne la communauté d'agglomération, était compris dans un terme qui est tout à fait louable, hein. C'était préserver le cadre de vie des habitants du SICOVAL. Donc le mot environnement était plutôt, à l'époque, synonyme de cadre de vie. Elle propose alors à ses collègues de se doter d'un agenda 21, en écho à celui signé par les chefs d'État en 1992, à l'occasion du sommet de la Terre à Rio. Alors, agenda 21, eh c'est un mot latin, hein, agenda, res, c'est-à-dire les choses que l'on doit faire. Et ce mot a été repris en français. L'agenda, nous inscrivons sur nos agendas les choses que nous devons faire. Donc, agenda 21, c'est un agenda, les choses que l'on doit faire pour le 21e siècle. Nous venions d'entrer dans le 21e siècle. Mais à Rio, ils avaient réfléchi, ils étaient encore dans le 20e siècle. C'était la 5e communauté d'agglomération en France qui s'engageait dans cette démarche-là. C'était vraiment... quand on a été labellisé beaucoup plus tard, parce qu'on n'a pas fait forcément l'effort de labellisation dès le début, on ne faisait pas de la communication sur ce travail-là et sur cette orientation-là. On a été labellisé en 2009 par le ministère de l'Environnement de Jean-Louis Borloo. À l'issue d'un travail considérable, le premier agenda 21 recense pas moins de 95 propositions d'action co-construite avec les communes. Il faut du temps pour accepter le changement et y prendre part. Françoise Emery en a conscience, même si elle considère que des progrès plus rapides auraient été souhaitables. Moi, je suis ravie de ce qui se passe actuellement, parce que c'est tout à fait ce dont je rêvais. Maintenant, je pense que oui, on se rend compte qu'on est allé trop lentement, vraisemblablement. Au niveau mondial, on est allé trop lentement. Avec des épisodes de sécheresse de plus en plus nombreux, la préservation de l'eau est au cœur des préoccupations actuelles. La prise de la compétence eau potable, après celle de l'assainissement, a conduit le SICOVAL à s'en soucier très tôt. C'est Michel Garrigue, maire de Belberot, qui s'est vu confier ces deux vastes chantiers, alors gérés par plusieurs syndicats.
débute un travail titanesque pour cartographier l'ensemble des réseaux du territoire. Autant l'assainissement, la compétence assainissement qui a été prise en 2004 a été très rapidement cernée, puisque le schéma directeur a été effectif à partir de 2005, autant la compétence eau potable, cela a été beaucoup plus compliqué. Vous savez, à l'époque, quand on avait besoin d'alimenter la commune de Gouarance, on passait dans les champs, on avançait. Mais on n'avait pas de carte. On ne savait pas où passer les canalisations. Tout était à peu près. Il a fallu retrouver les réseaux. Il a fallu ensuite travailler sur ces réseaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de fuites d'eau. Donc on a mis en place des secteurs avec des compteurs intermédiaires pour savoir où étaient les fuites d'eau. Ensuite, il fallait alimenter les secteurs qui étaient sous-alimentés, comme les coteaux. Alors, un exemple, les coteaux en été, ils n'avaient plus d'eau. Ils n'avaient pas d'eau au robinet. Et nous, dans la vallée, on arrosait les pelouses. Ensuite, une fois une carte, même si elle était approximative, réalisée, il a fallu renforcer. Mais renforcer, ça ne veut pas dire que changer les canalisations et mettre un diamètre plus important. Ça veut dire créer des châteaux d'eau. Donc il a quand même été créé 7 ou 8 châteaux d'eau, ne serait-ce que sur le secteur des coteaux, pour vous dire dans quel déficit ils étaient. Au-delà de l'approvisionnement de l'eau, il y a également la question de sa qualité sur le plan sanitaire. Là aussi, des mesures rapides ont été prises. Il y avait beaucoup de raccordements plomb. Et on sait que le plomb est nocif. Donc on a fait une campagne de changement de tous les raccordements plomb, là c'est terminé. Une campagne de protection des châteaux d'eau, c'est-à-dire avec de la télésurveillance, mais également avec des protections sur tous les châteaux d'eau, de manière que aucun acte malveillant ne puisse être mis avec des versements dans les châteaux d'eau. Qu'il s'agisse d'eau ou d'assainissement et par conséquent d'implantation de châteaux d'eau ou de stations d'épuration, il faut savoir parlementer. Alors le château d'eau, ça veut dire qu'il faut trouver des terrains bien placés dans des positions un petit peu culminantes, des négociations avec les mairies, mais également avec les propriétaires. L'assainissement, c'est la même chose, il a fallu faire des stations d'épuration. Et personne ne veut de stations d'épuration. En premier, les élus, parce que c'est pas porteur. Électoralement, c'est pas porteur. Donc là aussi, il faut négocier. En regardant dans le rétroviseur, Michel Garrigue se souvient du travail colossal réalisé, la plupart du temps en coulisses. Un travail qui a apporté des bénéfices incontestables à tous les habitants du territoire. Un meilleur service en alimentation, une meilleure sécurité en protection incendie, ne l'oublions pas. Ensuite, une harmonisation quand on appartient dans une structure comme le Sicoval, qui est quand même une structure extraordinaire, même si elle a des défauts comme toutes les structures. Je trouve que tous les habitants doivent être logés à la même ancienne. Et je crois que c'est ça l'important. C'est sans aucun doute un tournant pour le Sicoval lorsqu'en 2012, le transfert de compétences des services à la personne est adopté. Petite enfance, jeunesse, soutien à l'autonomie, l'offre est à l'époque disparate sur le territoire. D'où cette volonté politique forte et assumée des élus du Sicoval du transfert de cette compétence. C'était un choix. Je pense qu'il y avait effectivement la volonté, puisque le Sicoval, historiquement, c'est la solidarité. Donc, il y avait une volonté de proposer sur tout le territoire, donc à tous les habitants et au plus près, un service de qualité et avec la recherche d'équité pour tous les habitants. Et c'est dans ce sens, donc, que nous avons commencé et débuté nos travaux. Là encore, il s'agit de persuader les plus frileux du bien fondé de la démarche et de sa plus-value pour les habitants. C'est pour ça que ça a nécessité effectivement des débats en anticipation, donc à la prise de compétences, de discussions assez âpres même, des inquiétudes, parfois même des réticences. Sur cette prise de compétences, effectivement, par le Sicoval. Mais il y avait une volonté des élus qui agissent sur le terrain, les élus de proximité, effectivement, d'aller au bout de ce chantier et de mener à bien, effectivement, ce travail au bénéfice, en fait, des habitants. C'est ce qui finalement, nous préoccupe le plus, c'est effectivement le bien-être et l'accès à tous les habitants de ces services, à tous les âges de la vie, en fait.
Cette prise de compétence bouscule aussi le fonctionnement même de la collectivité avec un défi de taille. L'intégration de plus de 800 agents qui exercent leur mission au plus près du public, des publics, c'est-à-dire l'accueil de la petite enfance, donc les centres de loisirs, les personnes âgées, donc au domicile de ces personnes âgées, quelquefois aussi vulnérables. Donc c'était des fonctions très très différentes des métiers historiques, on va dire, du SICOVAL. Et donc effectivement, c'était un défi à relever. Et je pense qu'avec l'aide effectivement de tous, nous y sommes parvenus assez rapidement. Le SICOVAL, partenaire incontournable des communes, accompagne désormais les habitants à chaque étape de leur parcours de vie. Des tout-petits aux plus âgés, des entrepreneurs aux chercheurs d'emploi, des étudiants aux salariés, des habitants aux commerçants de proximité. La liste exhaustive des missions que nos agents remplissent au quotidien serait trop longue à énumérer. Une chose est sûre, c'est qu'à travers ces prises de compétences, ces projets aboutis, ces défis relevés et la création d'un lien de proximité toujours plus fort avec les usagers, l'identité historique du SICOVAL, terre créative et solidaire, n'a, elle, pas pris une ride. Ben, moi j'en ai 80, alors bon, c'est relatif. Donc, ben, 50 ans, c'est en pleine forme, quoi, pour un être humain. Alors pour le SICOVAL, je pense qu'il a tenu le coup. D'une part, je me dis, 50 ans, quel âge tu as? Bon, et d'un autre côté, je me dis, ben, c'est beau qu'une institution comme ça, donc, qui a été créée, ça fait donc 50 ans, n'est-ce pas? Eh bien oui, suivi son chemin, se soit développé, et je crois aujourd'hui bien apprécié, considéré par au moins toutes les communes et les habitants donc qu'elle recouvre. Le SICOVAL fêtant ses 50 ans, il témoigne aussi en tant que plus ancienne intercommunalité de France. Et donc à cet égard, avec le recul qu'il a, il peut à un moment apporter son bilan pour servir aussi bien d'autres territoires, y compris au niveau national, voire international, puisque dans certains domaines, le SICOVAL se situe à la pointe. Et c'est à cet égard, comme je vous le disais, une immense fierté d'avoir participé à cette aventure. L'idée de départ, c'était quand même de développer l'économie le long de l'Hers et puis de faire de l'habitat un peu sur les coteaux. Donc on avait plutôt une démarche, je dirais, assez économique et assez financière. Et petit à petit, au fil des compétences qui ont été prises, je pense que le SICOVAL est devenu un vrai territoire de solidarité, de mutualisation. Et ça, c'est quelque chose que je continue à porter parce que mes prédécesseurs l'ont bien initié, bien fait évoluer. Et ma fierté, c'est d'essayer de le faire continuer, tout ça. De ne pas perdre le sens de l'humain, surtout. Et de tenir compte des avis de tout le monde. Ça, c'est important. Ça pourrait faire la force d'Interco. Je ne suis pas sûr que ce soit la métropole qui nous donnera l'exemple là-dessus. Je leur dirais, si vous avez cette envie-là, n'hésitez pas, allez-y. Franchement, je pense que vous ne le regretterez pas. Le SICOVAL, oui, hein, c'est une belle œuvre qui doit continuer, persévérer, etc. Et donc, n'hésitez pas, effectivement, à vous y impliquer si tel est votre souhait. Ne pas s'engager, c'est laisser aux autres le soin de décider à sa place. Et moi, je considère qu'à un moment, si on veut réellement jouer son rôle de citoyen, eh bien, l'engagement, au-delà du fait qu'il est gratifiant ici même, je le répète, l'engagement doit devenir, en fait, j'allais presque dire le droit commun, c'est-à-dire ce qui, dans la vie d'une citoyenne ou d'un citoyen, doit marquer, en fait, son empreinte au niveau du tissu local et bien au-delà. La première des qualités, me semble-t-il,
Il faut aimer et le territoire, mais aussi aimer les gens qui composent le territoire plus largement. Ce que je leur dirais, c'est que l'engagement municipal, c'est un engagement qui apporte beaucoup de satisfaction, mais qui demande aussi de la présence, de l'abnégation. Mais ce que je leur dirais, c'est d'avoir de l'audace, peut-être d'avoir de l'audace et peut-être d'avoir aussi, de ne pas hésiter à avoir une certaine vision à moyen et voire long terme. Voilà, ne pas regarder forcément le quotidien, même s'il faut s'y attacher, mais il faut aussi avoir une certaine vision. Et c'est peut-être ce que j'essaierai de faire partager aux plus jeunes.